Bonsoir. Bonsoir. Alors, juste une précision, normalement vous nous entendez, mais vous ne pouvez pas nous parler parce que vos micros sont désactivés par défaut, ainsi que le mode vidéo. On va peut-être débuter. Hop, je regarde vite fait. Oui, alors avant de débuter, juste quelques informations pratiques. Je viens de le dire, les caméras et micros sont désactivés. Le webinaire est enregistré et sera publié sur nos canaux d'information. Pour la présentation, ne vous inquiétez pas, on vous l'enverra dans les prochains jours. Et une dernière précision, je vous invite à pas interrompre la présentation et une séance de questions-réponses s'effectuera à l'issue de la présentation. Hop. Les retardataires nous rejoindront petit à petit. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré aux ABF du département de l'Essonne. Je remercie Monsieur Ismaël et Madame Rosé, nos deux architectes des bâtiments de France de l'Essonne, qui vont animer ce webinaire. Et c'était une volonté de créer une synergie entre les espaces Conseil France Rénov et les services de l'UDAP. L'objectif étant de fluidifier aussi le parcours de l'usager, qu'on soit en résidence, en maison individuelle ou en copropriété. Et je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sont inscrits, voilà, et qui, je pense, souhaitent mettre un nom et un visage sur les noms des ABF et surtout savoir quand les solliciter. Le webinaire se découpe en 4 phases. Une première phase assez rapide sur un balayage des missions d'un espace Conseil France Rénov. Une seconde phase sur l'émission d'un ABF, les modalités pratiques pour savoir quand et comment les solliciter. Et une troisième sur des cas pratiques. Et enfin, un temps de questions-réponses. Je crois que vous voyez tous. Alors, hop, mon écran. Alors, le webinaire est organisé par l'ALEC West Essonne et l'UDAP, mais on a étendu à tous les espaces Conseil France Rénov de toute l'Essonne. Les missions des agences de l'énergie et du climat sont à peu près similaires d'un ECFR à l'autre. On a une partie conseil aux particuliers pour les maisons individuelles sur un parcours de rénovation énergétique. La même chose pour les copropriétés et un peu plus à la marge pour les collectivités locales. Vu qu'on est sur tout le départ. Coralie, Oui, si on peut passer en mode diapositive, ça sera plus grand ah pour oui, les... pardon. Oui. Là, comme ça. Parfait. OK. Hop. Alors, oui, il y a beaucoup de logos parce qu'en fait, sur le département de l'Essonne, on a tous ces espaces conseils France Rénov'. Il y a 7 espaces conseils France Rénov'. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Il y a certaines communes, comme Bièvre, qui a décidé de se rattacher à une agglomération dans le 78. Pareil pour Varennes sur Jarcy, dans l'agglo du 77, et quelques communes qui sont rattachées avec le SAIE 94. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous trouverez en annexe l'infographie de tous les ECFR du 91 et chaque commune est rattachée à son ECFR. Juste une précision, toutes les communes du 91 relèvent des ABF du 91, sauf les communes rattachées au CAE 94, il me semble.
Madame Rosé, Monsieur Ismaël, vous À confirmez? l'UDAP, à l'UDAP de 94. Ça veut dire Ouais, que ce ok. sont les communes qui sont rattachées à l'EPT 12, l'établissement public territorial 12 qui fait partie du Grand Paris, qui a son nom en fait Orly, Seine, Bièvre, Ouais. et qui sont les six communes Athis-Mons, Viry-Châtillon, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Paris-Vieille-Poste et Mm. Morangis. Sont gérés par nos collègues de l'UDAP 94 Oui. à Vincennes. Voilà. Oui. Tout ceci n'est pas très simple, mais tout sera beaucoup plus clair sur la présentation qui sera en annexe. Eh ben, je laisse la parole à Monsieur Ismaël ou Madame Rosé pour les missions de l'ABF. Rapidement, j'introduis, après ça, je laisse Jennifer aussi préciser et compléter. Alors, en fait, comme vous savez que le corps, c'est un corps interministériel qui est nommé les architectes urbanistes de l'État, qui sont partagés entre deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique. Le ministère de la Culture, à 95%, l'AIE, il est en fonction d'architecte des bâtiments de France, qui est un corps plus ancien que les AIE, mais qui a été rattaché ou fusionné avec, dans ce corps. Et les ABF, en fait, ont effectivement, et exercent aujourd'hui surtout en unité départementale de l'architecture et du patrimoine, des UDAP. C'est le seul échelon départemental du ministère de la Culture. Parce que toutes les autres missions du ministère de la Culture, elles s'exercent au niveau régional avec une direction régionale des affaires culturelles, les DRAC, dont la DRAC Île-de-France sont nos chefs hiérarchiques, ça veut dire nous, on dépend du préfet de région. Notre chef, c'est le directeur régional des affaires culturelles, mais on a un lien fonctionnel et un exercice sur une échelle départementale. En l'occurrence, sur notre cas, c'est le département de l'Essonne. Et alors, on a en fait trois grandes missions. La mission de contrôle des espaces protégés. On va vous détailler c'est quoi les espaces protégés, soit au titre du Code du patrimoine, soit au titre du Code de l'environnement. On a une mission en fait de contrôle scientifique et technique des travaux sur les monuments historiques. Et ça, c'est une mission partagée avec la Conservation régionale du monument historique à la DRAC Île-de-France. Et on a effectivement une dernière mission beaucoup large, qui est une mission de conseil et de garantie ou de l'intérêt général de la structure du patrimoine dans le cadre de vie, donc, qui concerne en fait le contrôle des PLU, des documents d'urbanisme, d'être même consulté en dehors des espaces protégés. Voilà, ça c'est nos trois grandes missions. Je laisse peut-être Jennifer, après ça, compléter si ou détailler chaque mission. Peut-être quand on passe dans des types des espaces protégés ou voilà. Non, bah, je pense que c'est clair. Le plus simple, c'est que peut-être qu'on leur montre une cartographie et qu'ils se rendent compte un peu des types d'espaces. Alors là, j'avais juste mis ça pour juste rappeler que entre vous deux, vous vous êtes découpé le territoire de Oui, l'Essonne. oui. Donc, Marmoud s'occupe de plutôt la partie est et sud du département et moi plutôt la partie nord et ouest du département. Donc, on est deux ABF, on est une petite équipe, hein. En total, on est 8 pour plus de 7000 dossiers à l'année. Voilà. Donc on a une doctrine commune, hein, tous les instructeurs instruisent suivant cette doctrine. Euh, Alors, en et donc fait, on est basé à Évry, c'est ça. En fait, à la préfecture. la préfecture, la découpe s'est faite en fonction des EPCI, en fait. 5 EPCI chez moi et 5 EPCI chez Jennifer. Alors, vous voyez, voilà, les EPCI, comme vous le savez, c'est des collectivités territoriales intercommunales, pardon. Et alors, il y a la CAMVES, pardon, la CAVIFS,
Val-d'Hier, Val-de-Seine, chez moi, Grand Paris Sud, Seine-et-Saint-Sénart, la CC2V, la communauté de Valais, la communauté de communes de Val-d'Essonne et la communauté d'agglomération de l'Étempois, Sud-Essonne, la CAES. Donc, on reçoit le public aussi bien à la préfecture que dans certaines mairies. On a développé un certain nombre de permanences, par exemple à Gif-sur-Yvette pour l'agglo Paris-Saclay, à Dourdan, à Massy, à Étréchy. Et puis, on fait des permanences aussi en visio. Voilà. Et en cas aussi des sollicitations des grands projets, soit dans les sites patrimoine remarquables, soit des mairies qui nous sollicitent, on se déplace aussi sur le terrain pour voir parfois des problématiques ou des sites qui sont proposés à des projets quand même assez importants pour les communes. Donc là, on vous a mis un type d'espace protégé. Alors, pour savoir si votre projet est en espace protégé ou pas, le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'Atlas des patrimoines, où là, en fait, vous voyez toute une série de calques. Alors, ce qui est en rouge, c'est le rayon de 500 mètres d'un monument historique, donc une zone où on intervient. Quand c'est du vert clair, c'est un site inscrit au titre du Code de l'environnement, pour la qualité de ses paysages. Quand c'est en vert foncé, c'est un site classé au titre du Code de l'environnement. Donc, dans tous ces... Chaque fois que vous voyez un calque comme ça, c'est que nous, on sera sollicité au moment de l'instruction du dossier. Oui. Et il y a le bleu qui est en fait les sites patrimoniaux remarquables. Oui. Il y a 9 sur le département, 9 SPR. Ils avaient des noms différents avant. Ça veut dire on a des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, les ZPPUP, qui se sont transformés parfois certains en AVAP, des aires de valorisation de la structure et du patrimoine. Mais tout ça a été groupé après la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine LCAP de 2016 en une seule nomination, site patrimonial remarquable, SPR. Et là, en fait, ce sont en bleu sur l'atlas. Et ils sont, en fait, leur particularité, c'est que ce sont des sites, des périmètres, avec des réglementations, une réglementation qui s'applique à l'intérieur de ce périmètre et ces secteurs. On a Brunois, Massy, Draveil, Paris-Jardin, Étréchy, Dourdan, Mille-la-Forêt, Étampes, Châlons-Samar et Lompont-sur-Orge. Et Lompont-sur-Orge chez Jennifer. Voilà. Alors, il suffit, vous avez dans les quelques icônes là en haut de cet outil, dans l'image que vous voyez devant vous, il y a des petites icônes, il y a un plus, un moins, une main. Et parmi ces petites carrés, il y a un I, pour information, dans une bulle. Si vous choisissez cette I-là, et après ça, vous avez un croix, un curseur, vous cliquez sur votre parcelle ou votre adresse ou l'endroit où vous trouvez, ça vous donne, ça ouvre une fenêtre, ça vous liste toutes les servitudes publiques patrimoniales, environnementales qui s'appliquent sur la parcelle ou sur le projet. Oui, En fait, puis c'est un outil qui... Pardon, allez-y. vraiment, même nous, conseillers France Rénov, on va sur l'Atlas des patrimoines, on tape l'adresse et on voit tout de suite si on doit vous solliciter ou pas. C'est ça. Et du coup, il y a des petites couleurs. Alors moi, sur ma capture d'écran, je ne pouvais pas mettre toutes les petites couleurs, mais après, en fonction des protections, il y a les couleurs et les types d'avis. Oui, très bien. Alors là, vous avez les 500 mètres qui peuvent se transformer avec une procédure spécifique en un périmètre intelligent, que ce n'est pas un cercle hypothétique à rayon 500 mètres tout autour de la limite extérieure du monument concerné. Je précise ça parce que vous allez trouver un peu, au lieu de cercles, parfois des patatoïdes, parce que quand on a un jardin monument historique, un domaine d'un château monument historique, de chaque point de ce domaine extérieur,
on met un rayon 500 mètres qui dessine en fait un espace, parfois même qu'on ne peut pas le décrire avec un mot, mais c'est une patatoïde d'un ensemble de 500 mètres. Par contre, au fur et à mesure de certaines parties de l'histoire de ces abords, 500 mètres, on les a transformés avec un périmètre délimité des abords qui est plus intelligent, destiné à la parcelle ou bien à la voirie pour préserver et conserver l'essentiel du tissu traditionnel de cet espace au lieu d'avoir des dossiers dans des tissus qui perdent plus de temps de l'ABF. Et comme on est beaucoup sollicité, on préfère se concentrer sur l'écrin essentiel. Les SPR, on a dit c'est couleur violet, oui, pardon, c'est pas bleu, c'est violet. Après ça, ça c'est au titre de Code du patrimoine, il y a un label, on va même aussi vous montrer des exemples, où c'est pas forcément qu'il est dans un espace protégé, mais ce sont des bâtiments qui ont été reconnus pour leur architecture remarquable. Ce label existe depuis les années 70, fin des années 70, et on l'appelait label 20e. D'abord, architecture 20e. Il a également changé de nom avec la loi ALCAP et c'est devenu architecture contemporaine remarquable. Et ils sont repérés dans l'Atlas également aujourd'hui. Alors, ce sont des bâtis où certains, parfois des bâtiments et leurs parcelles, identifiés sur chaque commune avec ce label architecture contemporaine remarquable. Ce n'est pas une protection, c'est une reconnaissance. Il n'y a pas d'avis conforme, il y a simplement une obligation d'informer le préfet de région 2 mois avant la demande officielle des travaux à travers un CERFA spécifique et qui est envoyé à l'ABF pour informer, c'est la porte d'entrée pour le préfet de région, pour voir un peu le projet qui va se dérouler sur ce bien-là. Alors, parfois, c'est un projet dans les clous, on dit très bien, allez-y, ou bien il faut faire des modifications, on se rencontre, on dit il faut faire ça et ça et ça. Comme ça, l'autorisation, la demande officielle est déposée dans le bon sens de l'intérêt du bien labellisé architecture contemporaine remarquable. Et est-ce que vous pouvez juste repréciser la différence entre un avis simple, je crois que je me suis trompée, j'ai mis avis conforme alors que c'est accord maintenant, non? Oui, effectivement, Oui. la loi ALCAP a changé beaucoup de termes et parmi ces termes-là, elle a changé le terme avis conforme en accord. Mais en tout cas, la grande différence, c'est le pouvoir de cet avis en relation avec l'autorité compétente en matière d'urbanisme. Alors, cette autorité compétente en matière d'urbanisme, souvent, c'est le maire. Et c'est le maire qui donne l'autorisation d'urbanisme. Alors, on l'appelle l'autorité compétente en matière d'urbanisme. Cette autorité-là, si l'avis de l'ABF est un avis conforme de type accord, elle doit suivre l'ABF dans cet accord avec accord ou accord avec prescription, dans le sens où, quand il dit non, cette autorité ne peut pas dire oui, absolument pas. Quand il dit oui avec prescription ou bien oui tout court, cette autorité a le droit, par contre, de dire non. Mais elle le dit non, elle doit se baser sur ses propres missions, qui sont les missions surtout de PLU ou bien de sécurité routière ou bien d'assainissement. Ça veut dire les missions qui concernent l'autorité compétente en matière d'urbanisme. L'autorité compétente ne peut pas refuser un projet sur la base de l'intérêt général pour la structure du patrimoine, qui sont les missions de l'ABF. Si l'ABF a dit oui, elle peut dire non, mais pas sur les mêmes paramètres. Par contre, si l'ABF dit non, jamais cette autorité peut dire oui. En revanche, l'avis simple, c'est dans le cas où il n'y a pas de covisibilité avec le monument historique dans les 500 mètres, ou bien dans le cadre d'un site inscrit où toutes les autorisations sont avis simple, sauf le permis de démolir, qui est un avis conforme, et l'avis simple, ça donne toute la liberté à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de suivre l'ABF ou de ne pas suivre l'ABF. Mais aujourd'hui, je vous le dis déjà, qu'à 90%, les maires actuels, reconnaissant l'intérêt de l'avis de ce sachant que l'État a mis à leur disposition, qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France, essayent à tout prix de respecter l'avis, même s'il est simple, parce qu'ils savent que c'est dans l'intérêt du cadre de vie et de leur patrimoine en général.
Hop, et Madame Rosé en parlait. Là, c'est au titre du Code de l'environnement et c'est entre les sites classés et les sites inscrits. C'est ça. Peut-être on précise que les travaux, souvent dans le cas qui concerne la LEC, à 95%, ce sont des déclarations préalables des travaux. Ce Oui. sont des DP. C'est très rare que la LEC sera concernée par un PC, mais ça peut arriver. Je vais vous dire dans quel cas ça peut arriver. Ça peut arriver si vous avez un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment qui va faire des modifications de l'aspect extérieur, couplé avec un changement de destination. Si c'est le cas, la loi oblige de déposer un permis de construire. Et le cas spécifique du site classé, c'est que le site classé, c'est la protection la plus importante en France. Et c'est là où, quand c'est une DP, elle a été déconcentrée et mis seulement à la vie ABF par délégation du préfet département. En revanche, si c'est un permis, dans ce cadre-là, elle doit passer par une procédure spécifique avec une autorisation ministérielle et un passage devant la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, CDNPS. Alors, sans moi ou Jennifer, avec l'inspection des sites, on est rapporteur et après ça, ça passe au ministère pour avoir l'autorisation. Ça peut arriver, on va vous montrer même parfois des exemples de bâtiments, mais qui peuvent être en site classé et qui, bien sûr, subit de l'innovation énergétique ou, bien sûr, thermique, oui. Eh ben, on continue sur les cas d'études que vous allez nous présenter. Alors, on vous a mis là une petite planche qui a été élaborée par l'Association des architectes des bâtiments de France pour sensibiliser un petit peu sur les interventions qu'on rencontre très régulièrement sur des immeubles et qui peuvent très, très, très vite dénaturer l'immeuble, en tout cas le bâti ancien. Donc en haut à gauche, vous avez un bâti ancien, probablement du 19e siècle, où il y a une première intervention. Donc vous voyez que c'est un bâtiment qui est totalement symétrique, hein, c'est comme deux maisons mitoyennes. Et puis, donc, juste à côté, vous avez la rénovation de la moitié du bâtiment, enfin la rénovation juste des enduits, le ravalement. Donc là, vous voyez tout de suite une différence de teinte entre les deux, donc ça change déjà un peu l'aspect. Ensuite, vous voyez une isolation des murs et un changement des menuiseries. Donc là, forcément, vous avez les parements qui sont plus alignés et vous vous retrouvez avec ce remplacement de menuiserie qui ne respecte pas le rythme d'origine. Vous vous retrouvez avec deux bâtiments qui n'ont plus rien à voir déjà. Le troisième cas, c'est une isolation du comble en sarking, où là, pareil, ça génère une surépaisseur au niveau des rives de toit, au niveau des égouts de toit, et donc du coup, un toit qui est plus aligné. Et puis ensuite, on a des beaux panneaux photovoltaïques qui viennent complètement miter la couverture en tuiles. La pose de coffres de volets roulants, l'élargissement des baies, ce qui change complètement le style traditionnel de l'immeuble. Voilà, un peu tout. Donc ça, en fait, c'est notre quotidien. Donc en fait, les gens ne se rendent pas bien compte, les pétitionnaires ne se rendent pas compte, mais on a vraiment un travail sur le détail, hein. Chaque détail compte, en fait. Et c'est ce qui permet, enfin voilà, on est garant de cette harmonie, cette homogénéité, cette cohérence d'ensemble dans ces espaces protégés. Même un patrimoine, un petit patrimoine participe à cette qualité d'ensemble et à cette harmonie. Et donc au quotidien, voilà, on est confronté à ces sujets-là et on essaye de maintenir cette cohérence d'ensemble. Marmoud, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, non, c'est très bien. Et là, en fait, cette planche-là, vraiment, ça traduit toutes les petites pas par pas. Ça peut se faire sur peut-être un espace de 15, 20 ans, voire plus. Mais
petit à petit, ça dénature complètement l'espace, l'espace protégé, le cadre de vie. Et bien sûr, quand on hérite de l'image de droite en bas, après ça, les autres bâtiments tout autour, personne ne peut leur dire on refuse quoi que ce soit, puisque voilà, tout le monde, celui à droite était toujours bien dans son jus, ne voulait pas faire comme les autres, mais ça suffit de changement de propriétaire et hop, rebelote, et on continue, et finalement, on a un résultat tout à fait qui n'a rien à voir avec la qualité patrimoniale de ces espaces. Alors, on vous a mis un premier cas qu'on rencontre très souvent dans les espaces protégés qui concerne un immeuble ancien en centre-ville qui est implanté en alignement sur rue et qui est construit en meulière, puisqu'on a énormément de meulières et d'enduits plâtres en Essonne. Donc là, c'est un projet, on était sollicité assez récemment à Saint-Germain-les-Arpajons, où on nous a proposé en fait un ITE sur les façades. Donc sur la photo de gauche, donc vous voyez un immeuble, un type d'immeuble qu'on retrouve beaucoup en Essonne, c'est-à-dire un, un style traditionnel avec des baies de proportion verticale, des éléments de modénature, c'est-à-dire un soubassement, des chaînages, une corniche, des encadrements de baies. Et puis le projet de droite, où on nous a proposé un ITE, je crois de mémoire, c'était 12 cm d'épaisseur, avec un enduit résine, etc., etc. Donc, le souci de ce genre de choses, c'est que non seulement on vient rompre l'alignement sur rue, et c'est ça, ça dégrade forcément la séquence urbaine. Ça supprime tous les éléments de modénature qui, en fait, rythment cette façade et donnent sa qualité. Ce type d'isolant, en fait, ne permet pas une bonne perspirance des maçonneries. Donc, ça veut dire qu'à terme, il y aura des pathologies, notamment à l'intérieur du bâtiment. Et ça ne permet pas non plus de réappliquer un enduit plâtre ou plâtré chaud, qui est l'une des identités qu'on retrouve beaucoup en Essonne. Donc ça, c'est tout simplement lié à la nature du sol, du sous-sol. Et puis ça masque inévitablement les parements en meulière qu'on voit notamment sur le pignon. Voilà. Et si je rajoute, en plus de tout ça, ce projet-là empiète sur le domaine public de deux côtés, côté pignon, côté façade. Et alors, est-ce que la commune sera d'accord souvent, en fait, voilà, c'est le domaine public, on n'a pas le droit de s'empiéter, sinon tout le monde va faire pareil et on va grignoter sur l'espace public. Alors, un deuxième cas, un petit peu similaire. Là, c'était à Gif-sur-Yvette, un bâtiment certainement du 19e, où on nous a proposé, c'était rigolo, ils ont quand même essayé de faire bien les choses. Donc, ils voulaient mettre en place un ITE, sauf au niveau de la corniche et au niveau des bandeaux et au niveau du soubassement. Mais bon, je pense que vous vous rendez bien compte assez facilement que cette surépaisseur d'ITE vient générer des décrochés dans la façade qui ne sont pas du tout opportunes. Et puis là encore, on vient effacer un certain nombre d'éléments de modénature comme les jambages, les encadrements de baies, euh, qui participent en fait à la qualité de cette façade. Voilà. Un troisième cas de figure, cette fois-ci à Bure-sur-Yvette. On a la chance en Essonne d'avoir une urbanisation qui a été assez forte dans les années 20, 30, jusqu'aux années 50. Et on a notamment beaucoup de maisons qui ont été construites avec des rez-de-chaussée en meulière, parfois des styles basques, vous voyez, avec des saillies de toit assez importants. Alors, il faut savoir qu'en fait, les enduits plâtres sont des enduits qui sont relativement fragiles.
C'est pour ça notamment qu'on a beaucoup de bâtiments qui ont des saillies de toit assez conséquentes. Et donc là, vous imaginez bien que si on mettait en place un ITE sur ce pignon, non seulement on aurait ce décroché de façade entre le rez-de-chaussée et les étages, mais on viendrait aussi supprimer une partie de cette saillie de toit qui participe à cette qualité, en fait. Voilà. Un autre cas, cette fois-ci, donc un immeuble collectif à Massy, un immeuble construit dans les années 50. Et comme beaucoup d'immeubles dans ce secteur-là, en fait, il y a un vrai travail de composition de façade avec des faux joints, des faux appareillages, des encadrements de baies, un vrai jeu de retrait, de saillie, des éléments pour animer la façade. Et donc là, c'est un projet qu'on nous a proposé d'amélioration thermique, évidemment, notamment en venant appliquer une isolation par l'extérieur. Et donc là, on retrouve les mêmes difficultés, en fait, avec une saillie du parement courant par rapport au rez-de-chaussée en meulière, un certain nombre d'éléments de modénature qui disparaissent et du coup qui appauvrissent beaucoup cette architecture. Notamment, vous voyez, il n'y a plus les pilastres, il n'y a plus un certain nombre il n'y a plus les calpinages en faux joints qui rythment la façade, il n'y a plus d'encadrement de baies, voilà, ce genre de choses. Donc sur un projet comme ça, nous, ce qu'on a fortement conseillé, c'est d'isoler par l'intérieur, mais surtout de bien isoler le comble, bien isoler le plancher du rez-de-chaussée, remplacer les menuiseries et puis surtout travailler sur un mode de chauffe collectif, puisque là, on était sur des radiateurs électriques. Voilà. Euh, je vous donne ici un exemple de bâtiment labellisé architecture contemporaine remarquable. Alors, parmi les villes qui ont très riche, qui a le plus grand nombre de labels en Essonne et peut-être parmi les Îles-de-France les plus bien placées dans les premières villes, c'est la ville de Évry-Courcouronnes, où on est basé à la préfecture, puisque c'était, comme vous savez, une ville nouvelle qui était un laboratoire d'expérimentation de beaucoup de nouvelles architectures des années 70 et 80. Et elle a 15 labels, Évry. Et alors, c'est le patrimoine, c'est son patrimoine. Et elle est très regardante, ça aussi, pour cumuler en fait les choses. Il faut dire que le travail sur un label est bien maîtrisé et contrôlé quand les communes sont regardantes sur ce type de reconnaissance aussi. Parce que l'ABF, pas forcément, est au courant de ce qui se passe. Et c'est la commune qui reçoit en premier lieu les grands projets de rénovation énergétique d'un bâtiment comme la Pyramide 14. Alors là, il y a eu une volonté à la fois de la commune, à la fois du maître d'ouvrage, ça veut dire les résidences Yvelines et Essonne, euh, de faire de cette opération un exemple de comment conserver la qualité patrimoniale et architecturale d'un ensemble bâti aussi complexe comme les pyramide 14, mais tout en améliorant la performance énergétique. Alors, ils ont groupé une équipe de maîtrise d'œuvre assez développée entre des thermiciens, des ingénieurs et bien sûr l'architecte. Il y a eu un travail très fin de documentation historique sur le projet d'origine d'André Parra, quelle était leur intention, pourquoi ces briques colorées dans ces différentes couleurs. Le mur lui-même, le mur majoritaire, ça s'appelle le mur Bouygues, qui a été inventé spécialement pour ce projet-là où il y a une double couche de briques avec un isolant à l'intérieur. Et tout ça a été étudié
et comparer par leur performance énergétique toutes les pathologies des façades, des jardinières, tout ça. Et finalement, il y a eu un projet, une décision que l'ITE, c'est pas la, l'issue obligatoire et indispensable. Et sans l'ITE, on n'arrive pas, on perd l'aide, je ne sais pas, de l'ANA, l'aide de qui. Ils ont dit non, non, on va s'affranchir de tout ça, on va étudier les détails. Le but, c'est améliorer au maximum le confort des locataires sur cet ensemble et des usagers, et en même temps améliorer sans dénaturer. Alors, en fait, ils ont décidé que le travail sera un travail fin de détail, comme vous voyez sur les dessins, changement de menuiserie, couper toutes les ponts thermiques, traitement des nez de dalles, traitement des sous-faces des balconnets et des dalles, changement des allèges à l'intérieur, l'isolation à l'intérieur avec le changement de menuiserie. Alors, ceci, en plus, c'était un projet complexe en site occupé. Ils n'ont pas, voilà, c'était un défi. Et aujourd'hui, cet exemple est donné dans beaucoup de travaux d'observatoires au niveau même national comme un exemple réussi de rénovation thermique d'un bâtiment complexe sans dénaturer sa qualité patrimoniale et même en améliorant sa qualité finale extérieure, sachant que, vous voyez, par exemple, on pouvait, si on imagine des l'ITE qui se placent même avec des fausses briques ou choses comme ça, on n'aura jamais, avec cette complexité des volumes qui se cumulent et des balconnets et tout ça, on n'aura jamais les mêmes proportions. Là, je vous donne un autre exemple d'un autre bâtiment labellisé plus récent que la pyramide 14, c'est la pyramide 15. Et celui-là, en fait, il a eu aussi la même finesse avec un autre, c'est pas le même bailleur, c'est pas Résidence Evelyn Essonne, c'est un autre, Antin Résidence, si je ne me trompe pas. Et il a aussi il a eu une équipe. Le bâtiment est plus simple, bien que dans sa forme, il est complexe, je veux dire, au niveau plan, mais au niveau de façade et tout ça, il est un peu plus simple que la pyramide 14. Et là, il y a eu aussi un travail d'identification de différents matériaux de façade. La décision a été prise. Il y a eu la chance que la plupart des parties en béton, c'est plutôt les couloirs. Ce qui a fait que le béton est resté dans son jus, soit brut, soit couvert d'une nouvelle panneau en béton isolant. Et le traitement a été fait sur les menuiseries. Seulement les parties centrales en briquettes, ces murs-là ont été isolés par un isolant de l'extérieur avec des briquettes aussi. Alors on ne change pas la forme. C'est simplement, il y avait déjà un saillie qui sera un tout petit peu plus par rapport au saillie d'origine. Et après ça, on a travaillé sur les détails de toutes ces, en fait, on peut parler des fenêtres là sortant des échauguettes qui sortent, tout ça, comment on peut traiter ce type de détails, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jennifer, notre travail est de, vous voyez les photos en fait à gauche de l'état actuel, l'état existant, et l'état projeté, on est pratiquement sur les mêmes proportions, tout ça, c'est le résultat d'un travail qui est fait avec le choix des matériaux, l'effort de la maîtrise d'œuvre et des entreprises pour arriver à une meilleure performance thermique et énergétique. Alors là, on vous a mis un autre exemple d'un immeuble construit fin des années 60 au niveau de Orsay, au niveau du domaine de Launay, qui est un site classé au titre du Code de l'environnement. Il se situe dans l'université Paris-Saclay. C'est un immeuble collectif d'habitation pour les étudiants. Et donc le Crous en fait a souhaité une amélioration thermique du bâtiment et on a travaillé très, très finement avec l'architecte. On l'a sensibilisé sur tous les éléments de modèle nature qu'il fallait restituer dans le cadre d'une ITE.
l'aménagement intérieur, malheureusement, ne pouvait pas permettre une isolation par l'intérieur. Et donc, l'architecte a fait un vrai travail de relevé, du calpinage, et donc ils ont restitué stricto sensus tous les éléments de modélisature et tous les jeux de retrait. On a fait des essais sur place d'enduit pour essayer de retrouver la même finition d'enduit, puisque ça, c'est un bâtiment qui fait partie de tout un ensemble de bâtiments qui a été conçu, réalisé par le même groupement d'architectes de l'époque. Donc, il y a un enjeu, en fait, de maintenir la cohérence de tout ce site. Et par exemple, ils ont prolongé la casquette en béton qui est au niveau des arases. Ils ont redessiné les menuiseries. Ils ont mis en place des menuiseries bois dites all existants, etc., etc. Ils ont restitué tous les joints creux. Voilà. Donc le chantier est en cours. Là, en fait, j'attire votre. Alors, bien sûr, vous avez vu bien que parmi les ALEC de l'Essonne, on a nos collègues du Parc naturel régional du Gâtinais français. Et en fait, ils ont gagné en fait un marché de la DRAC Île-de-France pour développer des fiches conseils ou des fiches outils pour l'amélioration thermique du bâti ancien en préservant sa valeur patrimoniale. Ces fiches ont été publiées fin 2024 et ça a été élaboré durant toute l'année 2024 entre les ABF du 77, du 91 et les experts du parc du Gâtinais, qui a profité aussi pour entraîner ses conseillers, France Rénov', sur le bâti ancien, ses caractéristiques, ses matériaux, son vocabulaire. D'ailleurs, une des fiches que vous voyez là à droite, en bas, ou bien en haut, ce sont les fiches qui montrent c'est quoi le bâti ancien. Quelle est cette typologie? Comment on peut le reconnaître? Quels sont ces matériaux? Après ça, toute une procédure de se poser la question pour le porteur de projet, est-ce que vraiment je dois intervenir et sur quoi je dois intervenir? Avant de se lancer dans des grands travaux ITE, je ne sais pas, le changement de menuiserie, tout ça, mais regardons un peu l'orientation du bâtiment, ses ouvertures, sa confort d'été, son aération, les plantations tout autour, le jeu du soleil matin et soir. Tout ça, ça aide beaucoup à améliorer les choses avant même d'aller vers les travaux. Et une fois sur les travaux, quel type de travaux qui seront les plus efficaces pour aussi conserver les qualités de ce bâti ancien et aussi la durée, puisque certaines solutions peuvent même complètement, pas seulement dénaturer l'aspect, mais aussi suffoquer et emprisonner la maçonnerie traditionnelle avec des humidités qui seront cumulées. Après ça, la pathologie va même faire perdre la maçonnerie traditionnelle et parfois même le bois et la charpente. Alors, elles sont téléchargeables et consultables sur le site du Parc de Gâtinais français. Cette fiche conseil. Et j'ajouterais juste qu'il y a aussi le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse qui a aussi édité un guide, mais plus sur les matériaux et les couleurs qu'on peut utiliser quand on fait quand on est dans la zone du parc. Oui, alors en Essonne, il n'y a que 7 communes qui sont concernées. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est très pédagogique, très clair. Et on retrouve beaucoup ces couleurs dans à peu près toutes les zones. Donc c'est un document qu'on conseille régulièrement. Là, on vous a mis une petite diapositive sur le label Effinergie pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, il a deux grands objectifs, hein. Le premier, c'est de valoriser les bâtiments
pour aller au-delà des exigences de réglementation environnementale, hein, pour avoir des bâtiments plus sobres énergétiquement, pardon, et moins impactants pour le climat et mieux adaptés en fait aux périodes de forte chaleur. L'autre objectif, donc, c'est de valoriser les bâtiments à énergie positive. Et donc, ce label, en fait, est délivré dans le cadre d'une certification octroyée par un organisme indépendant et accrédité. Donc, tout porteur de projet, en fait, peut déposer sa candidature. Et donc, il y a un jury qui évalue, en fait, la qualité du projet. Voilà. Donc, vous avez plusieurs onglets. Il y a enfin, une catégorie, pardon, rénovation, qui concerne des bâtiments existants, mais qui ne présentent pas forcément de qualité patrimoniale. Et puis, vous avez la catégorie patrimoine, comme par exemple les deux bâtiments que vous voyez là, deux bâtiments parisiens qui ont fait l'objet d'un label. Alors, c'est des bâtiments, comme vous voyez, qui ont beaucoup d'éléments de mode nature, de la pierre, etc., un alignement sur rue, donc toute l'isolation a été faite par l'intérieur. Mais voilà, c'est toutes les améliorations thermiques qui ont permis de maintenir en fait l'identité et la lecture de ces bâtiments qui a fait que le porteur de projet a pu bénéficier de ce label. Donc ça vous permet d'avoir quand même des subventions, hein, euh, et donc, vous pouvez aller sur le site internet, hein, ils ont un site internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples. Alors, j'en ai pas trouvé en Essonne, mais voilà, libre à vous de candidater. Oui, et là, je mettais juste que, bah, vous l'avez dit en introduction, mais il y a des permanences en mairie et des permanences directement à la préfecture. Oui, oui. Donc, les permanences en mairie, il y a une permanence à Gif-sur-Yvette qui regroupe à peu près une dizaine de communes de l'agglo Paris-Saclay. Donc, vous pouvez contacter le service urbanisme de Gif-sur-Yvette et puis ils vous proposeront un rendez-vous. Les rendez-vous ont lieu à peu près, la fréquence à peu près une fois par mois. Enfin, ça dépend un peu du nombre de demandes. Ça a lieu tous les jeudis après-midi. Donc souvent, ce qu'on demande, c'est que le service urbanisme de la commune concernée soit présente pour qu'il y ait une co-instruction entre nous et eux, pour que vous puissiez repartir avec voilà, toutes les réponses à vos questions. On a donc une permanence à Massy qui est plus dans le cadre du SPR, une permanence à Dourdan dans le même cas pour le SPR, une permanence à Lompont-sur-Orge et également à Étréchy dans le cadre de la CCEJR. Voilà. Et donc Marmoud, donc on a une permanence évidemment Marmoud et moi à l'UDAP toutes les semaines. Marmoud le mercredi après-midi et moi le jeudi après-midi. Pour ma part, j'ai développé beaucoup la permanence en visioconférence. Ça permet d'éviter aux gens de se déplacer et voilà, d'avoir un impact environnemental moindre. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette présentation que je tape. On va peut-être passer aux questions-réponses. Alors oui, donc je voulais juste préciser une chose. Donc on vous a dit tout à l'heure qu'on était une petite équipe de 8 personnes. On a la chance, Mahmoud et moi, d'être assistés avec 2 techniciens des bâtiments de France chacun, qui, comme nous, en fait, sont responsables de plusieurs EPCI et qui sont habilités à traiter toutes ces questions d'amélioration thermique. Voilà. Donc en premier lieu, c'est plus eux qu'il faut solliciter avant nous. Ils viennent nous voir évidemment quand ils ont des questions, mais ils sont plus disponibles que nous. Donc dans la conversation, on pourrait éventuellement vous mettre voilà, qui fait quoi et leurs coordonnées. Alors là, j'ai 2 questions. Y a-t-il des cas où la dégradation du bâti, manque d'entretien, difficultés financières des propriétaires, conduit à envisager leur démolition? Cas de centre-ville dégradé, merci.
Euh, En fait, pardon, envisager démolition ou pas, ça concerne en premier lieu l'autorité compétente en matière d'urbanisme, dans le sens où si le bâtiment menace l'espace public et il y a péril, c'est là où il y aura un arrêté de péril et peut-être une demande de démolition. Mais tant qu'en fait l'autorité compétente en matière d'urbanisme n'estime pas qu'il y a péril, le bâtiment va rester. Et on a quand même, les bâtiments, quand même, surtout anciens, ils ont capacité de résilience que même si l'aspect, vous voyez que c'est dégradé, un bon, peut-être un repreneur ou un prochain propriétaire peut, avec les entreprises qualifiées, réhabiliter ces bâtiments et il leur donne en fait vie, un nouvel usage et parfois une nouvelle vie. Et il y a combien, moi, nous, on reçoit des corps de ferme qui étaient presque délaissés depuis 10, 15, 20 ans, ou bien des granges, ou bien en plein centre bourg et qui sont réhabilités aujourd'hui en logement, en résidence secondaire et ainsi de suite. Jennifer, si tu veux. Oui, bah, enfin, de temps en temps, les communes nous sollicitent hein, en tant que sachants pour venir visiter un bâtiment et leur dire ce qu'on en pense en fait en termes de dégradation. Donc, ce qu'on regarde, c'est évidemment les pathologies avant tout structurelles. Hein. Si on se rend compte que les façades déversent beaucoup, qu'il y a des grosses fissures, des grosses lézardes, oui, on peut être amené à conseiller la démolition du bâtiment. Après, il y a tout un tas de pathologies qui peuvent, comme le dit Mahmoud, être restaurées dès lors qu'on fait appel à une entreprise qualifiée. On a la chance encore en Essonne d'avoir un certain nombre d'entreprises qualifiées, que ce soit en maçonnerie, en couverture, en menuiserie, en ferronnerie. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi les fenêtres PVC sont interdites si le remplacement est fait à l'identique de la forme initiale? Alors, ce qui est important pour nous, c'est que le bâti ancien garde son identité. Et cette identité, on vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment avec les matériaux. On vous a parlé de l'enduit plâtre. Euh, mais c'est valable également pour les couvertures. En tout cas, en Essonne, tous les bâtis anciens sont couverts avec des tuiles plates petits moules, tuiles plates en terre cuite qui est liée au sol très argileux qu'on a en Essonne. C'est la même chose pour les menuiseries. En fait, le, tous ces bâtiments anciens, les menuiseries étaient faites en bois, avec généralement des petits ou des grands carreaux subdivisés par des petits bois. Et donc, bah, le PVC, au-delà des questions environnementales, hein, puisque le PVC, c'est fabriqué avec du pétrole, hein, donc une ressource non renouvelable, ne permet pas du tout d'avoir le même aspect qu'une menuiserie en bois. Au-delà de ça, bah, le bois, c'est quelque chose qui peut être réparé facilement, ce qui n'est pas le cas du PVC. Voilà. Et dernière chose, le PVC est beaucoup moins performant en termes d'isolation que du bois. Merci. Alors, outre l'impact architectural et patrimonial, on peut constater parfois une dégradation de la qualité visuelle des enduits versus l'initial, ainsi que leur pérennité du fait de certains supports d'isolation. Y a-t-il une obligation de résultat en la matière et comment cela est-il géré? Alors en fait, le souci je vous parlais tout à l'heure de l'isolation thermique par l'extérieur, c'est qu'en fait, généralement, euh, le DTU demande à appliquer un isolant, un enduit très peu épais dans lequel il y a de la résine. Euh, donc c'est pour ça qu'on refuse quasiment systématiquement un ITE sur du bâti ancien. Euh,
L'enduit, en fait, c'est comme les menuiseries, c'est comme la couverture, c'est un détail du bâtiment euh, qui fait son authenticité, en fait, et son... Voilà. Euh, donc nous, concrètement, quand on voit que ce bâtiment a encore des traces d'enduit plâtre, on demande à ce que le ravalement soit refait au plâtre. Bien souvent, ces bâtiments ont été ravalés au cours du XXe siècle et on a gardé les éléments de modénature, comme par exemple des corniches. On a gardé les corniches en plâtre et on est venu refaire un enduit à la chaux, gratté. Et donc visuellement, ça perturbe beaucoup. Alors, faut être aguerri, hein, bien sûr, mais ça perturbe beaucoup la présentation du bâtiment. Même chose pour l'enduit ciment, fin 19e, début 20e, c'est un matériau qui était très 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 à la mode parce que bah, c'est quelque chose qui était facile à appliquer, qui était très dur. Et bah, en fait, on s'est rendu compte dans le temps assez rapidement que ça dégradait beaucoup les parements en pierre. Ça générait une barrière étanche qui permettait pas la perspirance des maçonneries. Et puis surtout, ça donne un aspect très très raide aux façades. Concernant en fait, oui, pour développer pour l'obligation de résultat en la matière, alors admettons même si vous parlez en cas général sans forcément ITE ou quoi que ce soit, mais ravalement général, normalement, quand on fait appel à des entreprises qualifiées de ravalement qui savent très bien utiliser les matériaux, différents matériaux, la chaux, le mortier sable chaud ou bien la plâtre et plâtre chaud, on arrive à de très bons résultats pérennes. Mais si en fait l'entreprise n'est pas vraiment qualifiée, ils ne savent pas bien manipuler et utiliser dans les règles de l'art cette composition, ils n'ont pas fait la bonne dosage de ce type d'enduit, les bonnes couches, bien sûr, malheureusement, on va arriver à du malfaçon ou bien de dégradation beaucoup plus rapide que l'initial, comme vous dites. Et alors, normalement, les bonnes entreprises, ils ont aussi une assurance décennale. Ils ont obligation de résultat, bien sûr. Et s'il y a dégradation rapide dans les 10 ans, normalement, c'est garanti par l'assurance décennale de ces entreprises. On va dire, on parle toujours des entreprises respectueuses de leur travail et qui font un travail, et ils sont aussi jaloux de leur réputation. Mais bien sûr, si on prend le premier passant qui tape à la porte et qui donne le devis le moins cher, malheureusement, on peut tomber sur des escrocs et des résultats non satisfaisants, quelle que soit la solution énergétique qui était proposée. Et vous êtes tous au courant, vous avez tous vu tous les dégâts qu'a subi MaPrimeRénov' à cause de ces escrocs qui a été arrêté, puis revenu, puis arrêté, puis revenu. L'État était depuis 3 ans, l'État ne cesse pas de trouver une solution. Il y a eu des arrestations, des condamnations, parce que malheureusement, c'était le porte ouverte à tout type de personnel non qualifié pour proposer des travaux et pour profiter des aides de l'État. Heureusement qu'il y a quand même un contrôle et pour effectivement avoir des résultats plus satisfaisants. Même je parle en dehors des espaces protégés. Parce que nous, on ne contrôle pas tout le territoire, on contrôle seulement les espaces protégés. Moi, j'aurais une question. C'est à quel moment du projet le pétitionnaire doit se mettre en relation avec vous? Parce que pour avoir fait 3 permanences avec Madame Rosé, je me suis posé la question. Parfois, en fait, j'avais l'exemple de ma petite copro sur Massy, qui, elle, n'a pas encore pris d'architecte, mais comme on sait qu'elle est dans le SPR, c'est tout de suite dire, bah non, ça sera pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à quel moment, en fait, on vous sollicite? Euh, En fait, je laisse Jennifer compléter aussi, mais en fait, en général, si le projet est un projet simple de type pavillon individuel, c'est mieux de nous solliciter avant
de déposer l'autorisation d'urbanisme. Ça veut dire qu'une fois que la personne a quand même... euh, et je conseille ces personnes-là d'aller d'abord, avant de nous solliciter, pour développer son projet, d'aller consulter, bien sûr, les conseillers France Rénov' dans son territoire, ou bien le CAUE, ou bien le PNR, pour que il a quand même, il est accompagné dès le début. C'est pas simplement, il s'est réveillé un jour et dit, ah, l'État aide avec ma prime rénov', hop, je vais faire de l'ITE, c'est très bien, hop, je vais aller voir l'ABF. Non, il faut d'abord préparer son projet, voir vraiment qu'est-ce qu'il a besoin pour arriver aux objectifs de performance qui vont déclencher les aides et après ça, venir nous voir avec leur projet avant de déposer. On peut leur dire oui, ça c'est possible, non, ça c'est pas possible. Comme ça, il modifie son projet en fonction de ce qu'on va lui dire et après ça, il va déposer et sera dans les clous. Sinon, s'il dépose tout de suite, et après ça, il vient nous voir, ça sera un peu trop tard parce qu'on sera obligé d'instruire par rapport au dossier déposé. Et souvent, en fait, il aura un refus ou des prescriptions qui vont changer complètement l'économie de son projet de point de vue financier. Alors là, il va venir vers nous en disant, mais là, les prescriptions, j'ai pas les moyens, les aides ne couvrent pas ça et ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir nous voir avant de déposer quoi que ce soit pour poser la question. Et surtout, comme elle a dit Jennifer, nos techniciens, en premier lieu sur ce type de travaux, qui peuvent les orienter vers les bonnes solutions. Ça, c'est concernant les projets simples. Les copropriétés, c'est encore une autre affaire. Les copropriétés, il y a les assemblées générales, il y a plein de choses. Alors, souvent, ils sont accompagnés par des AMO, des boîtes qui les orientent pour les aides et tout ça. Alors, c'est mieux aussi de nous consulter toujours. Mais il y a souvent un architecte dans le coup. S'il n'y a pas encore d'architecte, à mon avis, il faut venir avec l'architecte pour nous consulter. C'est mieux. Alors là, dans l'hiver, quand on aura un peu moins de dossiers, on va essayer de finaliser des fiches conseils euh, thématiques. C'est-à-dire en fonction de la typologie du bâtiment auquel on a affaire ou en fonction de la nature des travaux qu'on souhaite engager. On précisera les conseils qu'on donne aux pétitionnaires. Ce sera, on pense, un bon outil de communication, mais aussi de pédagogie. Donc, on diffusera ces fiches à toutes les mairies. Charge à elles de les mettre en ligne sur leur site ou autre. Donc, comme dit Mahmoud, en fait, il y a, enfin, vous pouvez nous contacter à n'importe quelle phase du projet, mais il faut quand même pour nous, pour pouvoir répondre, qu'on ait un minimum de données, en fait. On a besoin de l'adresse du projet, on a besoin la liste de la nature des travaux envisagés, on a besoin de photos, on peut avoir besoin des élévations, du plan masse en fonction des travaux qui sont réalisés. Voilà, donc le plus simple, hein, c'est pour nous solliciter, c'est d'envoyer un mail à l'UDAP, au secrétariat, hein, l'adresse générique, on va vous la mettre dans la conversation, et puis après la personne, le secrétariat dispatche à la personne concernée. Donc là, je vous mets la conversation les noms des techniciens qui s'occupent des EPCI pour les sujets simples, c'est-à-dire plutôt tout ce qui est déclaration préalable, amélioration thermique du bâti, ou les permis de construire en site inscrit, ce genre de choses. Je fais la même chose sur mon côté. Donc leur adresse mail est comme la nôtre en fait, hein, c'est prénom.nom@culture.gouv.fr. Mais après, il y a aussi leur nom. Alors, c'est
pas très lisible, c'était pas très lisible à l'écran, mais sur votre fiche UDAP 91 Oui. avec le contact. Moi, je crois qu'on n'a plus de questions. Ben, on va arrêter le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Comme je vous l'ai indiqué au début, on s'est enregistré, puis j'envoie la présentation à tous les participants. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci pour cette organisation. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.